C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est toujours la même chose. Encore et toujours en retard, Bilut. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est toujours la même chose. C'est rigolo, c'est pas... Pardon, excusez-moi. Toujours en avance. Attention, en place. Versez les étamines, cerisier, myrtiller, melon, framboisier. J'ai mal au cou, aux chevilles. J'ai mal à la tête, aux orteils. J'ai mal aux doigts, aux genoux. J'ai mal aux épaules, aux jambons. Pourquoi les abeilles ont-elles disparu? On a d'abord coupé les haies, les talus et les bosquets. C'est pas possible. Attention, pour faire essentiellement de la monoculture. C'est mortel. On a nourri les vaches, les cochons, les animaux d'élevage avec des granulés. Pardon, les animaux. Et donc sommet de moins en moins de légumineuses. C'est pas possible. Attention, n'oubliez surtout pas la chimie. C'est mortel. Les OGM. C'est pas possible. Les fongicides. Les pesticides. Des dizaines et des dizaines de traitements différents. Les fleurs des champs sont devenues de plus en plus rares. On a empoisonné la terre. Pardon la terre, pardon les abeilles. Vous vous souvenez de la conférence sur les abeilles? C'était en juin 2012, si je me souviens bien. Déjà 30 ans, C'est pas possible. mais 18 ans. Mais c'est pas possible. Mais on est en 2030. Mais t'as vraiment un énorme problème avec les mathématiques, hein. La scientifique s'appelle un nom mortel. Présente. Rapide.
femmes. J'ai été mandatée par la mairie de Massat afin de faire une conférence sur les abeilles. Mes assistants, Georgette, Gaston et Monsieur Boulier. Bien. Première partie. Les habitants de la rue. Monsieur Boulier. La reine, que l'on devrait appeler la mère. Elle pond en effet toute la journée, toute la nuit, sans s'arrêter. Du mois de janvier au mois de septembre, elle fabrique à la chaîne des millions d'ouvrières et de faux bourdons. Un peu plus grande que l'ouvrière, son abdomen d'aspect pointu est très long, si long qu'il dépasse nettement les ailes. Elle est nourrie par les ouvriers. Merci. Gaston. L'ouvrière. Ce sont les plus nombreuses, plus de 40 000. C'est une femelle d'un genre tout à fait spécial. En effet, elle est absolument incapable de pondre le plus petit œuf. Durant sa vie, qui durera en tout 5 ou 6 semaines, l'ouvrière s'attellera successivement à 5 tâches bien précises. Femme de ménage, nourrice, maçon, soldat et butineuse. En prévision de tous ces futurs métiers. Ah, non. Georgette. Le mâle, ou faux bourdon. Il y en a entre 3 000 et 4 000. Leur seul travail officiel est de féconder la reine. Comme cela n'arrive pas souvent, Dieu merci, tout le reste du temps, il mène une existence dorée de pacha oisif et insouciant. Il a de très gros yeux, un abdomen taillé au carré, et il ne possède pas de dard. Un seul regret pour eux, le jeu de belote est formellement interdit dans la rue. Donc, l'ouvrière. Elle est constituée d'un abdomen où se trouve une échinacie, un jabot qui peut contenir du nectar, de l'eau et du miel, une seringue à injecter du venin, 4 ailes. Avant de s'envoler, l'abeille les aggrave 2 par 2 grâce à 23 petits crochets. 6 pattes munies de ventouses et de crochets dont 2 creusés et élargis en forme de corbeille où est entassé le pollen. 2 munis d'un décroche-pelote de pollen. Et enfin 2 munis d'un appareil à nettoyer les antennes. Une tête comprenant 2 yeux, 2 antennes détecteurs de parfum et une pompe à l'état à ne pas confondre avec celle-ci. Deuxième partie. L'envol de la reine et des masses. Sa vie entière, la reine la passera dans la chaude obscurité de la rue. Sa première, et quelquefois même sa seule sortie, se passe dans des conditions assez extraordinaires. Écoutez plutôt. Très peu de temps après sa naissance, la reine est déjà prête à pondre. Son abdomen est presque entièrement empli par les ovaires qui vont fabriquer des centaines et des centaines de milliers d'œufs. Pour que ceci donne naissance à de petites abeilles, il est nécessaire que la reine soit fécondée par un mâle. Non, arrête. Gaston. Je disais donc, pour que les œufs donnent naissance à de petites abeilles, il est nécessaire que la reine soit fécondée par un mâle. Dieu merci, les mâles ne manquent pas. En apparence, tous aussi élégants, aussi beaux et courageux. Un beau matin, de toute la vitesse de ses ailes, la reine s'élance dans le ciel. Aussitôt, les mâles se ruent à sa poursuite. L'accouplement aura lieu en plein ciel, à une vingtaine de mètres du sol. Seuls quelques-uns, les plus doués, ceux qui les premiers rattraperont la fugitive, pourront la féconder.
Sa Majesté, son voyage de noces terminé, est retournée dans la ruche. Son abdomen contient désormais plusieurs millions de spermatozoïdes destinés à féconder chacun des futurs œufs. Plus jamais, au cours des 3 ou 4 années qui lui restent à vivre, la reine sera fécondée. Bonsoir les dentaires. Ils étaient gros, c'est vrai. N'empêche que vers le début jusqu'à la fin du mois d'août, un événement sans avoir la liquidation des mâles. Les ouvrières évacuent ces pauvres louveteaux en les empoignant sans tendresse par la base des ailes et les sortent un par un de la ruche. Les ailes détruites, tombées à terre, incapables de prendre leur vol, incapables de se nourrir, histoire de ne pas périr. C'est mortel. Désolée, je suis allergique au pollen. C'est pas possible, ces pollens sont peu allergisants. Ils proviennent des plantes anémophiles. Anémophiles, c'est moi. Anémo, insectes et philéo. Aimer, amitié. Aimer, amitié. Donc transportés par les insectes. Par contre, ce qui occasionne des symptômes respiratoires sont entomophiles. Entomophile, c'est mortel. Du grec ancien, entoma, vent. Et philéo, aimer, amitié. Donc transportés par le vent. Ils contiennent Le pollen, minuscule grain transporté par le vent. Ils contiennent de nombreuses vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine E. Beaucoup de sels minéraux. Il entre dans la composition de la gelée royale et du miel. Et la principale source de protéines des butineurs. Sans pollen, pas de graines, pas de fruits. Troisième partie, la ponte et la naissance de l'abeille. La reine s'installe sur un gâteau de cire et s'introduit à reculons dans la cellule. Méthodiquement, elle dépose un à un ses œufs dans chacune des cellules. Si, et seulement si, elle se contente de pondre un œuf, celui-ci donnera naissance à un mâle. Par contre, si en plus, elle dépose sur l'œuf un des millions de spermatozoïdes qu'elle détient en réserve, l'œuf donnera une ouvrière. On ne chauffe pas sur le rayon. La mère compte en moyenne un œuf toutes les 40 secondes, c'est-à-dire entre 1500 et 3000 par jour. Au bout de 3 jours, l'œuf pondu donne naissance à une sorte de vermisseau minuscule, ne sachant rien faire d'autre au monde que manger, manger et manger. Au menu, gelée royale pendant les 3 premiers jours. Ensuite, miel et pollen. Devinez combien il va prendre de repas en 3 jours. Plus. Beaucoup plus. 80. Encore. 3000. À l'âge de 6 jours, la larve remplit toute la cellule et entreprend ses métamorphoses. Au 8e jour, le nourrissage est terminé et les ouvrières bouchent l'entrée de la cellule avec un couvercle poreux de cire, l'opercule. Mais enfin, Gaston! Mais enfin Gaston, c'est dangereux!
c'est l'éclosion, la seconde naissance de l'abeille. Quatrième partie, les différents métiers de l'ouvrière. Du premier au troisième jour, elle aura exercé sa première fonction, femme de ménage. Débarrasser les cellules récemment libérées, préparer les rayons, dévorer les étagères, etc., etc. Activez-vous un peu, bon sang. À partir du troisième jour, son second métier l'appelle.
elle devient nourrice. Il s'agit tout simplement de prélever du miel et du pollen dans les rayons, d'en faire une bouillie et d'en gaver les larves. Pendant ce temps, son corps se transforme. Près du cerveau grandissent 2 glandes mammaires qui vont transformer la nourriture absorbée par l'ouvrière en gelée royale. Si bien qu'au 6e jour de son existence, elle va nourrir les larves avec cet aliment phénoménal et mystérieux. commencent à s'atrophier tout aussi vite et à dépérir. Cependant, d'autres glandes très importantes se développent rapidement dans la partie inférieure de l'abdomen.
Ce sont les glandes productrices de cire, alias glandes ciliaires. Et effectivement, du 12e au 18e jour, elle devient maçon et va travailler uniquement à la construction de rayons de cire. Avant de se lancer dans la fabrication de cire, les abeilles se gavent de miel puisé dans les réserves. Pour produire 1 kg de cire, combien faut-il de kilos de miel? 3. Plus. 10. Oui, exactement. De 7 à 10 kg de miel pour produire un seul kilo de cire. Entre le 10e et le 12e jour, l'abeille commence à sortir timidement de la ruche. Les promenades de l'ouvrière n'ont d'autre but que lui permettre de reconnaître les lieux. Volant sur place, elle grave dans sa mémoire d'insecte la situation de la ruche, son orientation générale, en tenant compte de sa position par rapport au soleil. Peu avant le 18e jour de son existence, les glandes à cire commencent à leur tour à dégénérer rapidement et cessent de fonctionner. Et du 18e jour au 21e jour, l'ouvrière va devenir soldat et garder la ruche en se tenant de chaque côté. Objectif, guetter l'ennemi, le dissuader d'entre eux, qui, si besoin est, à faire usage de leurs armes.
était la nuit. Quelle nuit? La fausse teigne. Si elle arrive à pénétrer dans la rue, elle pond un peu partout des œufs qui, dans l'heure qui suit, donnent naissance à des larves parfaitement invisibles, détruisant tout sur leur passage, œufs et bébés abeilles. La guêpe, attirée par l'odeur du sucre, elle va tenter de pénétrer jusqu'au rayon pour se gaver de miel. L'abeille d'une autre ruche. Si, par malheur, une ouvrière étrangère parvient à s'introduire dans la colonie et à repartir le ventre plein, elle volera avertir ses sœurs, donnant le signal d'un pillage général. Le frelon asiatique. Il se positionne en vol stationnaire à l'entrée des ruches, prêt à fondre sur une abeille chargée de pollen. Il la tue en lui coupant la tête d'un coup de mandibule avant de l'emporter dans un arbre pour la dépecer. Il en fait alors une boulette pour donner à manger à ses larves. Sont doués, hein, quand ils veulent. Certaines abeilles sont appelées les éclaireuses. Elles partent dans toutes les directions, à la recherche des champs mellifères existants sur le moment. Lorsqu'elles trouvent un endroit plein de fleurs intéressantes, d'un coup d'œil, elles reviennent à la ruche et expliquent à toutes les butineuses présentes où il faut aller. Alors elles effectuent une danse en 8.
elle devient butineuse. Son rôle consistera désormais à explorer le monde dans un rayon de 5 km, et à faire une incessante navette entre le champ de fleurs et divers magasins de la rue. Dès le lever du jour, les ouvrières sortent. Objectif numéro 1, rapporter le maximum de pollen. Objectif numéro 2, rapporter le maximum de nectar. Objectif numéro 3 et 4, en cas de besoin, ravitailler la ruche en eau, en propolis, qui peut tenir lieu de mastic, colle extra forte, et de pommade à embaumer les morts. Ne s'accordant aucun repos, l'infatigable travailleuse a peu de chance de mourir de vieillesse ou d'épuisement, car ses ennemis sont nombreux. L'araignée et sa toile, les libellules, les insectivores, l'averse subite. N'oubliez pas, sans l'intervention de l'abeille, le pollen des étamines a toutes les chances de tomber ailleurs que sur le pistil. En faisant sa petite cueillette, elle va immanquablement tacher sa fourrure d'un peu de la précieuse poussière et aura toutes les chances de frotter en passant le pistil d'une fleur, fécondant ainsi l'ovule. Les abeilles ne font pas que du miel, elles sont indispensables à la vie sur Terre, car elles pollinisent chaque année 80% des cultures, soit plus du tiers en approvisionnement en nourriture de nombreux pays. Protégeons les abeilles. Les abeilles sont en danger. Sans action immédiate pour sauvegarder les abeilles, la plupart de nos fruits, légumes et noix préférés pourraient disparaître. J'appelle donc par cette pétition à protéger les abeilles en interdisant la production de pesticides jusqu'à ce que de nouvelles études scientifiques prouvent leur innocuité. Je vous remercie, la conférence est terminée.